Il est temps de passer la parole après un jeune chirurgien, un collègue PUPH, chef de service en neurochirurgie à Marseille, à l'hôpital Nord. Merci Pierre-Hugues Roche de nous dire comment toi, tu donnes un permis de conduire, de quel niveau? Niveau d'excellence, les opérations complexes, les opérations simples, comment tu organises et fais confiance à un jeune collaborateur dans ton service, comment tu évalues leurs compétences et comment tu favorises leur formation. Merci beaucoup de votre invitation, chers amis, cher président. Je suis très flatté d'être dans la table ronde des jeunes, parce qu'effectivement, comme tu l'as rappelé, je suis moins jeune. Alors, je n'avais pas adressé le problème comme ça, parce qu'en fait, je parle non pas à mon nom propre, mais au nom de la CNCEM, puisque avec Julien Potcher qui est là et d'autres qui sont ici dans cette salle, je fais partie du bureau de la coordination nationale des collèges des enseignants en médecine. Et donc, c'est plus à ce titre-là, mais bien sûr en ayant un focus sur les spécialités chirurgicales, que je vais adresser mon propos. Et on a tellement je souscris totalement à ce qui vient d'être dit parce que nos propos sont extrêmement jointifs. Mais toutefois, il y a quand même un certain nombre de différences entre les contraintes de chacune des spécialités. Donc, la neurochirurgie étant une spécialité de niche, je ne crois pas qu'il soit forcément très pertinent d'évoquer en particulier la neurochirurgie, mais plutôt d'élargir le cadre, si vous permettez. Rappeler à tout le monde ici, bien sûr, que depuis la réforme 2017, l'internat est maintenant structuré en trois phases, avec pour la chirurgie, bien entendu, des internats qui sont en 6 ans et idéalement après un post-internat, la phase de docteur junior faisant partie de l'internat après la thèse, mais le DES n'est donné qu'après la phase de docteur junior, ce qui empêche pas certains docteurs juniors, mais pas tous, et c'est une difficulté d'émarger au titre des seniors dans les gardes, hein. Donc 13 spécialités chirurgicales, 2 FST, dont une chirurgie de guerre. Pour avoir vu là-bas des gens qui s'occupent de la chirurgie de guerre que je salue. Et en fait, les maquettes, elles sont très bien clarifiées. Je vous invite à aller regarder le site de la CNCEM où toutes les maquettes de toutes les spécialités sont en place. Là, vous voyez, on a la maquette du DES de chirurgie orthopédique avec les contraintes que ça a et le nombre de choix en orthopédie. Et puis à côté de ça, par exemple, j'ai mis la maquette de neurochirurgie qui est assez différente parce que pour valider une phase socle en neurochirurgie, il faut prétendre avoir fait que de la neurochirurgie pendant toute sa phase socle, ce qui est assez contraignant. Et c'est une des particularités de notre spécialité, si on veut rentrer dans ce détail-là, avec beaucoup de choix en neurochirurgie et finalement quelques choix libres, mais pas forcément des choix dans d'autres spécialités, alors que vous voyez qu'en orthopédie, par exemple, il y a des choix qui sont contraints dans des spécialités qui sont très clairement ciblées. Donc on a un peu de différence entre nos spécialités. Vous voyez déjà une difficulté apparaître, c'est que, et j'en ai discuté hier avec Éric Le Chevalier, qui est urologue à Marseille et qui fait partie de la CNCM, par exemple, les chirurgiens qui veulent appliquer à une EFST comme la cancérologie, eh bien, il faut que dans leur cursus, ils valident deux choix dans une spécialité qui, en général, est très médicale pour prétendre ensuite valider la FST cancéro. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui, actuellement, sont assez réticents à partir dans la FST oncologie, cancérologie, parce qu'il va falloir que pendant 2 semestres, ils soient dans un semestre qui accrédite pour ça. Ça, c'est une vraie difficulté pour les chirurgiens. Donc, les FST, ça peut être accéder à certaines FST qui sont, par définition, très transversales. Ça peut être une difficulté quand on veut se former à la chirurgie. Alors, je vais vous parler de la simulation, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de simu, et je vais vous parler en particulier de l'enquête qui a été menée sous l'impulsion de Luc Mouton à la CNCEM, et avec le groupe simu, Pierre Vigaillet, Julien Potcher qui est là, Cécile Parietti qui est ORL à Nancy. Et en fait, on a cherché à recenser la cartographie de l'existant dans les maquettes en particulier, et à identifier éventuellement les freins à cette simulation et à proposer des axes d'amélioration et des problématiques de financement qui sont considérables pour la simulation du troisième cycle. Et donc, cette enquête a été menée auprès des 13 spécialités, plus des 2 FST chirurgicales. Mais l'idée de Luc Mouton, c'était finalement de dire, en fait, il y a 3 types de spécialités. Il y a les spécialités très techniques, comme la chirurgie, bien sûr. Et puis, il y a des spécialités médicales de l'aigu et médico-techniques, comme par exemple l'anesthésie-réanimation ou la cardiologie interventionnelle. Et puis ensuite, il y a les autres spécialités. Et on va essayer de voir si les présidents de collège peuvent répondre à un certain nombre d'items, en particulier si, par exemple, le programme simulation est décrit dans leur maquette. Et en chirurgie, à peu près toutes les spécialités décrivent un programme de simu qui est assez explicite et certaines le décrivent en 3 phases, alors que vous voyez qu'il y a d'autres spécialités moins techniques qui vont moins décrire l'aspect simulation.
Est-ce que cette simulation est obligatoire pour valider le DES? Je vous invite à ne regarder que les colonnes de gauche. Oui, pour 10 spécialités chirurgicales. Une difficulté qui apparaît, qui est considérable et dans laquelle on parlera, et peut-être que Hervé Tomaso en parlera, c'est l'encadrement avec des formateurs qui sont validés. C'est un vrai sujet. Le pilotage national, il y est à peu près pour tout le monde. Quels sont les outils que l'on utilise? Quelles vont être les actions qu'on utilise pour faire de la simu aujourd'hui dans les spécialités chirurgicales? Ce sont essentiellement, bien sûr, des simulations qui visent à acquérir des compétences procédurales, même si, bien sûr, il y a d'autres aspects. Et vous voyez l'importance qui est en train d'émerger de ce qu'on appelle les bootcamps. Il y a certaines spécialités qui organisent, très peu, malheureusement, pas assez, mais qui organisent des bootcamps où les jeunes apprenants se réunissent dans des lieux. Je pense en particulier à la chirurgie thoracique et cardiovasculaire qui réunit les gens pour faire du SimLife pendant un certain temps. Et donc ça, ce sont des choses qui sont très bien. Il y a un truc aussi qui est pas mal et qui est mis en place de plus en plus du FR, ce sont les séminaires d'accueil où les jeunes apprenants qui arrivent en phase socle sont confrontés à la gestuelle qui concerne les spécialités auxquelles ils ne prétendent pas se former, mais qui quand même justifient mettre un cystocate, suturer une plaie du cuir chevelu, enfin, couvrir à peu près tous les gestes d'urgence des autres spécialités. Et ça, c'est quelque chose qui se fait dans de plus en plus de facs, maintenant quasiment partout. Et ces séminaires d'accueil, ils sont très importants. Enfin, on insiste beaucoup sur la simu procédurale. Ça, c'est un sujet de difficulté également. C'est que pour certaines spécialités, il faut avoir validé un DU ou un DIU de manière obligatoire pour prétendre valider les compétences techniques dans une spécialité. Et ça, c'est un sujet parce qu'un DU, un DIU doit être financé. En général, il est financé par l'apprenant lui-même et il va falloir trouver un certain nombre de crédits pour pouvoir pallier cette difficulté. Se déplacer vers d'autres UFR, c'est quelque chose qui est à peu près systématique pour tout le monde, hein. On va aller d'une fac dans une autre pour se former parce qu'on n'a pas la plateforme qui va bien pour faire de la chirurgie. Et plus on est dans une spécialité de niche, par exemple la mienne, plus il va falloir se déplacer pour aller se former sur des techniques particulières qui font pourtant partie de la phase initiale de la formation. Voilà, on va avancer assez rapidement. Est-ce que cette simulation, ce programme simulation est appliqué de manière harmonieuse sur le territoire? Très peu, en général de manière partielle. Les difficultés d'harmonisation sont essentiellement liées aux problèmes de financement, à du temps sanctuarisé également, on l'a dit tout à l'heure, hein. Le temps universitaire de formation, bah, il passe un peu à l'as. Les formateurs qualifiés, c'est une vraie problématique. L'accès aux plateformes, on s'en doute, pour des spécialités à petit flux en particulier, c'est difficile. Est-ce qu'il y a du multiprofessionnel? Très peu. Les anesthésistes réanimateurs, les obstétriciens sont les champions du multiprofessionnel, mais pour les autres, il y a finalement, on mutualise très très peu, à part dans certaines FST éventuellement. Alors après, quelles sont les propositions des collèges sur les pistes de financement? Bah, bien sûr que dès lors qu'il n'y a pas de financement dédié, il faut aller trouver des sous ailleurs. Et là, il faudrait trouver des sous, par exemple, au niveau national, ministériel, hein. Luc Mouton s'est beaucoup occupé d'essayer d'arriver à ça. Les partenariats industriels, mais on connaît les problématiques de lien d'intérêt. Et puis enfin, les assurances qui peuvent éventuellement aider à financer ces programmes de simulation. Ça a déjà été évoqué dans certains rapports. Là, je vous donne par exemple le programme Simu qui a été fabriqué par Hervé Tomaso et qui ensuite a été validé par son successeur au collège. Vous voyez un peu le niveau de complexité et le niveau organisationnel extrêmement précis qui a été décidé pour le programme Simu en orthopédie. Je ne suis pas du tout certain qu'il soit appliqué partout sur le territoire national, ce d'autant qu'il a un coût, et ce coût avait été évalué par Christian Garot de Loubresse. Et vous voyez ce que ça donne, hein, ce financement-là. Il est vraiment à la charge, soit des collèges, soit de fonds de dotation, soit des étudiants eux-mêmes en général, ce qui est le cas. Là, c'est le programme de simulation CTCV, hein, qui est une spécialité qui est très organisée, hein. Eux organisent des bootcamps, ils vont à Poitiers faire du SimLife, etc. Ils ont un truc qui est extrêmement structuré, avec des formations qui sont obligatoires pour passer d'une phase dans une autre, et puis des formations qui le sont moins. Regardez le coût des formations obligatoires, pour aller très vite, regardez le coût des formations non obligatoires. Alors là, c'est le collège de CTCV qui prend en charge pour les étudiants, parce qu'ils ont un modèle financier qui est très particulier, qui est très propre à ce collège-là, mais d'autres collèges ne peuvent pas le reproduire, ils n'ont pas l'argent pour faire ça, donc ce sont les étudiants qui se déplacent alors qu'on leur impose une formation obligatoire. Alors pour être plus large, en dehors de la simulation, quelles sont les difficultés? Ce ne sera pas pour déplaire à Olivier Farge, hein, qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui est dans la pièce d'à côté. Les effectifs sont limités, on connaît les problématiques de démographie médicale, ce n'est pas ma spécialité qui va vous dire le contraire, on fabrique 25 internes de neurochirurgie sur le territoire national tous les ans, donc ça ne fait pas beaucoup sur le territoire, hein. Les tâches médico-administratives, elles sont considérables et ça pèse énormément dans la formation des internes, et bien plus que ça. Le respect des 48 heures hebdomadaires,
tout le monde s'assoit dessus, ça s'impose à nous, mais à un moment donné, il va falloir réagir. Et si on n'augmente pas le nombre de postes, on ne voit pas comment on pourrait respecter les 48 heures hebdomadaires. Les contraintes au bloc opératoire, c'est quelque chose qui est devenu considérable. On n'a plus d'infirmières ou plus d'anesthésistes ou plus d'IAD. On ferme des salles, les internes sont là, mais il faut les former, il faut aller très vite parce qu'il faut finir les programmes. Donc le compagnonnage dont vous avez parlé précédemment se fait moins, puisqu'on va, on va moins lâcher aux internes, entre guillemets, puisqu'on a moins de temps. Le temps est contraint. Ça, c'est une vraie difficulté au quotidien. Après, il y a une question, mais je ne suis pas sûr que ce soit un obstacle, c'est les spécialités où vous avez un seul service dans un CHU de taille moyenne. Et là, il faut absolument que les étudiants puissent aller en interCHU, se balader, faire d'autres formations, parce que s'ils tournent sur toute leur formation sur un seul service, ça peut poser une difficulté. Donc cela, il faut vraiment qu'ils aient accès aux interCHU. Après, il y a les problématiques de l'autonomisation des docteurs juniors. Il faut vraiment pousser pour que les DJ puissent aller en 5e ou en 6e année prendre des gardes de seniors, mais ça veut dire qu'il faut qu'ils soient supervisés, d'où le compagnonnage dont on a parlé tout à l'heure, qui est très important. Alors, pour finir, ça, c'était un questionnaire qui avait été adressé aux internes de neurochirurgie. En fait, ils s'étaient auto-questionnés sur leur nécessité. Et vous voyez, il y avait un certain nombre de sphères qui étaient importantes. C'était le compagnonnage dont on a parlé tout à l'heure, la connexion avec le tuteur. Est-ce qu'on va avoir une bonne connexion avec son tuteur? Est-ce que le tuteur est un apprenant, un facilitateur, ou au contraire quelqu'un qui est bloqué contre ça? Ça, c'est vraiment un problème qui est éminent d'après les internes, arriver à s'intégrer à une équipe. Le deuxième facteur, c'est arriver à enregistrer cette masse de données, aussi bien les connaissances que les compétences techniques et non techniques. Ça, c'est compliqué quand on a des tâches administratives qui sont colossales et qu'après, quand on sort de là, on n'a plus très envie ou plus le temps pour. Et puis enfin, arriver à se mettre, empowerment, arriver à se mettre en situation d'autonomisation progressive. Tout ça, ce sont des grandes préoccupations de nos internes et il n'y a pas de raison qu'il en soit différent en neurochirurgie et ailleurs. Et enfin, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, les histoires de burn-out, la Société de neurochirurgie, le collège avait fait il y a quelques années une enquête auprès des chirurgiens. Je partage complètement ce qui a été dit, hein. Les internes qui ne sont pas bien là-dedans, il y en a 46% qui sont en burn-out en neurochirurgie, mais c'est comme les seniors, comme les profs. Donc on a les mêmes résultats. En revanche, ce qui est très préoccupant dans certaines spécialités, c'est le droit au remords. On a certaines spécialités, la nôtre en particulier, tous les 12 ans, on perd une promotion d'interne de neurochirurgie. On en perd 2 par an, donc ça fait sur 12 ans, on a perdu une promotion entière, tellement les choses à franchir sont préoccupantes. Voilà, je voulais partager avec vous, je vous remercie. Merci.